Merci beaucoup de cette invitation et de cette perspective de vous présenter en quelques mots les actions, enfin quelques actions du Pôle national de conservation des données et documents du CNRS que vous ne connaissez peut-être pas parce que voilà, il est caché dans l'organigramme. Le rattachement, c'est la direction des affaires juridiques, puisqu'à l'instant, il était question des différents rattachements des services d'archives. Donc, je vais vous présenter en quelques mots ce pôle pour que vous ayez une idée globale de mes activités et de ce que ça recouvre, parce que il ne s'appelle pas service d'archives euh, comme classiquement, parce que quand il a été créé il y a 10 ans, en 2014, le choix a été fait de ne pas utiliser le terme archive parce que malheureusement, il est connoté dans l'esprit de beaucoup et on pense très rapidement au vieux papier, alors qu'en fait, on voulait vraiment apporter une dynamique sur la conservation du numérique. Euh, et donc, voilà, on parle de données et de documents dans l'intitulé du pôle. Et l'axe conservation, c'est un choix parmi d'autres, parmi les 4 T des archives, mais pour vraiment montrer qu'on souhaite préserver ce patrimoine. Comme je l'ai dit, donc, le pôle est rattaché à la direction des affaires juridiques. Il est vraiment évoqué le plus largement possible pour lutter contre la perte de données et de documents, car c'est identifié comme un risque majeur. Là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout le risque de perte au niveau scientifique, mais aussi historique, puisque là, en archéologie, vous êtes pleinement concernés, mais aussi, finalement, il peut y avoir des redondances et un impact pour vous d'un point de vue financier dans le cadre de projets qui demandent des tas de justificatifs de financement, des questions juridiques, de droit international par exemple, mais aussi de montrer en termes d'image qu'on fait bien ce qu'il faut pour préserver cette information et encore l'articulation entre propriété intellectuelle et droit des archives. Donc, le pôle participe vraiment à essayer de réduire l'ensemble de ces risques et ce risque au sens global. Donc, le pôle pilote la politique nationale du CNRS en matière d'archives papier et électronique, aussi bien administratives que scientifiques, et des documents du quotidien aux archives patrimoniales. Donc, je suis la responsable de ce pôle. Je suis seule dans ce pôle, mais je travaille de façon continue avec l'ensemble des archives des partenaires du CNRS et les quelques archivistes qu'il y a dans les unités de recherche ou avec des correspondants archives. Je n'osais pas détailler l'ensemble du réseau parce que je jugeais que ce n'était pas le lieu dans cette intervention. Mais si vous avez des questions à ce sujet, donc je suis seule entre guillemets, mais finalement, pas du tout, parce que c'est vraiment un partenariat très fort entre les uns et les autres. Je réalise de nombreuses actions de sensibilisation et j'interviens en permanence, que ce soit en réunion de directeurs d'unité, dans les unités elles-mêmes quand elles m'en font la demande, euh, et là, quelle que soit la discipline. J'encadre des stagiaires, archivistes ou des contractuels quand on a la chance qu'une unité puisse recruter quelqu'un. Et cela pour les archives de la recherche des chercheurs, donc aussi bien au niveau national qu'international. En quelques cas, c'est pas encore très fréquent, mais à l'international. Donc, pour répondre à la demande de ma présentation d'aujourd'hui, j'ai réfléchi aux actions et bonnes pratiques qui sont proposées dans le pôle et qui pourraient vous intéresser lors de ces journées. Donc, en fait, l'exemple et les exemples, parce qu'en fait, il y en a plusieurs qui sont axés sur le même sujet, c'est-à-dire que faire dans le cas d'essai d'un chercheur ou d'une chercheuse, mais en fait, ils sont vus sous des axes différents. Et c'est une vraie problématique puisqu'aujourd'hui, en fait, pour l'instant, la question de la sensibilisation en amont, c'est ce qu'évoquait Océane à l'instant sur le fait de sensibiliser au plus tôt pour la préservation des données de recherche, des projets de recherche. Mais là, finalement, on est encore confronté à toute une vague de chercheurs
avec en plus voilà la pyramide des âges qui fait en sorte que nous avons à collecter pour des archives de chercheurs encore papier, mais qui n'ont pas du tout été prises en compte dans les services d'archives ou qui n'étaient pas connus par les chercheurs euh, de- dans le fait d'avoir à préserver leurs archives dans un service d'archives. Donc les situations fréquentes que je rencontre aujourd'hui, euh, c'est par exemple ben, un chercheur qui a donné qui n'a pas de successeur, qui donne son patrimoine immobilier au CNRS. Au moment de la succession, bah, tiens, au moment de libérer l'appartement doit être mis en vente, il y a des archives dans son appartement. Et donc là, au dernier moment, on appelle les archivistes. Donc pour l'Île-de-France, il y a une équipe de 4 archivistes donc là, c'était le cas. Et donc, ils sont allés sur place pour voir ce qu'il fallait préserver le plus vite possible pour pas perdre cette information. Mais aussi, il y a le cas de successeurs, voilà, de personnes qui héritent des archives de leurs parents chercheurs et puis qui n'ont pas du tout de consignes. Leurs parents les ont pas du tout informés, n'étaient certainement pas au courant du code du patrimoine et n'ont pas informé leurs enfants. Et donc, ils veulent, comme les archives étaient pour des recherches à l'étranger, ont voulu donner tout simplement ces archives à l'étranger, sauf que, ou à une institution privée, mais sauf que c'est pas possible en droit français. Donc, il y a des conséquences pour rattraper cela et donc préserver ces archives. Et puis, ces archives sont aussi au domicile du chercheur. Vous devez le rencontrer également. Elles sont pas forcément ni au laboratoire et vous, avec les terrains de fouilles, c'est encore plus complexe puisque voilà, c'est transporté. Ce sont des archives qui bougent beaucoup et elles ne sont pas forcément versées au fil du projet ou à la fin du projet ou encore pour des projets qui dureraient extrêmement longtemps, au moment de l'éméritat du chercheur, s'il en a fait la demande, qu'il puisse consacrer du temps à la préservation de ses archives. Les volumétries peuvent être conséquentes. Moi, dernièrement, j'ai collecté 90 cartons armiques ou d'imables selon ce que vous connaissez comme appellation, juste d'une chercheuse et c'est du vrac. Donc, il va falloir un long temps pour classer correctement cela, sachant que dans mon cas, là, que je vous cite, la chercheuse étant décédée, on ne pourra pas discuter ensemble pour classer ces documents. J'ai ajouté à ces questions, donc là, je parlais beaucoup du papier pour ces archives un peu plus anciennes. Vous avez déjà pas mal parlé du numérique, je pense, mais bien sûr, ça fait partie de mes problématiques, et des sujets à traiter, mais aussi l'audiovisuel, et notamment les films. Là, à l'heure actuelle, beaucoup de questions se posent pour les films qui sont sur bobine, et avec les différents types de bobines les problèmes de conservation matérielle, si c'est vinaigré ou pas. Et donc, là aussi, ce sont des supports à prendre le plus en amont possible pour pouvoir déjà savoir ce qu'il y a sur le film, savoir s'il faut le préserver et dans quelle institution on va le préserver, même si voilà, la logique CNRS, c'est de faire des versements aux archives nationales. Donc, au-delà de l'information existante, parce qu'on a différentes fiches pratiques, vous allez voir dans ma diapositive suivante que je mutualise le maximum d'informations produites, notamment par l'Association des archivistes français. Ça ne sert à rien de réinventer les choses, mais en tout cas, là, dans les actions 2024 du pôle, il y a vraiment de faire une action plus précise auprès des instituts pour éviter à l'archiviste de se trouver dans ces situations délicates de collecte au moment du décès du chercheur ou de faire face à des montagnes d'archives non classées et de vraiment voilà, instiller le fait qu'il faut que ce soit pris le plus en amont possible et on va avoir des actions, voilà, institut par institut, essayer de voir si on arrive à cibler certaines personnalités qui seraient à même et qui seraient déjà dans un projet de collecte, enfin, qui permettrait la collecte, mais dont voilà, ils ne savent pas exactement comment procéder. Et ensuite, petit à petit,
on avancera petit pas sur ce sujet. Et justement, je voulais insister auprès de vous, mais je pense que j'enfonce une porte ouverte. C'est vraiment, moi je le vois dans la pratique et vous aussi, mais l'importance du binôme archiviste-chercheur. Et donc, c'est d'autant plus parlant euh, bah, quand le chercheur est encore là pour expliquer ses recherches. Je vous ai cité des exemples qui ne sont pas forcément en archéologie. L'AMSH Monde, de toute façon, vous aurez une présentation et il y a un service d'archives au sein de cette unité. Donc, c'est un peu différent d'autres services. Mais voilà, j'ai souhaité vous mettre quand même l'exemple de la station biologique de Roscoff et du LAS, dont j'ai mis le sigle développé dans ma présentation, qui sont vraiment des laboratoires très, très spécialisés, comme les vôtres, et pour lesquels, en fait, il y a des stagiaires en master 2 d'archivistique avec un binôme d'ingénieurs de recherche euh, pour travailler sur des fonds un petit peu anciens de ces structures. Et c'est vraiment enfin, indispensable pour le stage, mais aussi pour préserver le patrimoine du laboratoire, parce qu'on voit vraiment les articulations du métier d'archiviste et du métier d'ingénieur de recherche ou de chercheur pour vraiment protéger ces fonds et les préserver sur le long terme, aussi bien au sein de l'unité qu'ensuite dans des structures publiques, archives départementales, archives nationales, pour la métropole, j'entends. Donc en fait, voilà, je vous disais, je diffuse les bonnes pratiques et les outils mutualisés. Donc ceux de la section Aurore en particulier. Alors, j'ai pas cité le tableau de gestion spécifique aux archives de l'archéologie, mais vous allez en parler, je l'ai vu dans le programme. Euh, je dis, vous m'entendez bien? Pardon, j'ai entendu un écho. Oui, Donc les plaquettes qui montrent vraiment la collaboration entre chercheurs et archivistes. Il y a quelques années, en 2018, donc c'est pas encore trop ancien, on avait fait un guide de traçabilité des activités de recherche et de gestion des connaissances avec le réseau qualité en recherche du CNRS, donc qui détaille aussi l'importance de la préservation des données de recherche. Et puis, dans les outils pratiques du CNRS, vous avez peut-être connaissance de l'intranet du CNRS puisqu'il est ouvert à tout le SR et les pages archives ne sont qu'à cet endroit. Il n'y a pas de possibilité de les mettre sur Internet parce que ça n'est pas le souhait de la direction de la communication. Le portail des directeurs d'unité avec une fiche très pratico-pratique à l'attention des directeurs d'unité. Depuis l'an dernier, je mène une action nationale de formation sur une journée qui s'intitule Archives scientifiques, maîtriser ses données et documents. Donc, il y en a eu une en octobre 2023, une en 2024, ouverte à toutes les unités. Et puis, je souhaitais quand même vous citer le cahier de laboratoire électronique. Dans son guide de bonne pratique, il est bien question, pardon, de l'archivage. Et puis, on est en train de réfléchir, bien sûr, à comment archiver les cahiers de laboratoire électronique, sachant qu'il y a un angle sciences humaines et sociales dans le cahier de laboratoire électronique, ça ne touche pas que les autres sciences. Voilà, je vous remercie de votre attention et en fonction de l'organisation, je suis prête à répondre à vos questions.